spécial IMP, Union Mouvement Populaire. Hey Mama Tomane, hey Yamune Yatagitana, Optimist, Jabate, What a Boss Music, 2017, UMP son qui. On a commencé à devenir. Bonjour à tous, merci d'être venus. Cette rencontre, c'est d'abord une rencontre de prise de contact et de débriefing pour voir comment est-ce que les cérémonies aujourd'hui vont se dérouler. Je vous remercie d'avoir passé la parole. Après avoir pris contact avec le président, il y a longtemps que nous discutons. Avant, j'étais le NF, quelque part novice à la matière, pas aussi novice que ça. L'expérience n'est pas tellement là. Donc, vous comprenez que c'est un apprentissage. Vous ne le saviez pas. Si vous le saviez aussi, vous l'auriez appris à faire une discussion. Donc, nous ferons en sorte que tout soit afin que ça se passe à la Mesdames et messieurs les délégués des organisations de la société civile, mesdames et messieurs les délégués des forces de l'ordre et de la sécurité, distingués leaders des partis politiques de la mouvance et de l'opposition, chères braves populations de Dalaba, chers élèves et étudiants, honorables invités, c'est avec beaucoup d'émotion empreinte d'une certaine fierté que je m'adresse à vous pour vous souhaiter la bienvenue à la présente cérémonie d'implantation de la Fédération de l'Union pour un mouvement populaire UMP. Émotion parce qu'une rencontre marquée par une telle solennité se déroule dans notre belle cité. Quant à ma fierté, elle trouve son fondement essentiel dans mon appartenance à cette dynamique formation politique que nous allons ensemble laborieusement construire. Militantes et militants pour en faire un parti au service du développement. La population de Dalaba, par ma voix, dit à la délégation du bureau exécutif Kosadi Kotoli, dans la belle cité de Tcherno Oumar Diogoba, ensemble pour une justice équitable, une excellente éducation nationale, dans une bonne gouvernance. Vive l'Union pour un mouvement populaire UMP, vive le président de l'Union pour un mouvement populaire UMP, vive Dalaba, vive l'unité nationale, vive la Guinée. Je vous remercie. UMP. Justice, éducation, bonne gouvernance. Merci. Maintenant, la parole est au président du bureau national UMP, M. Aboubakar Sidiki Diallo. Je retrace rapidement la petite historiette de notre parcours politique. En 2007, nous avons connu les mouvements de janvier-février qui ont exprimé un certain mécontentement par rapport au ressenti de la population, par rapport à ce qu'ils vivent du quotidien. Donc ça a porté
que la société civile a eu presque tout le rôle à jouer et au finish, la conclusion a amené les partis politiques et les syndicats à faire un partage du pouvoir pour sortir un gouvernement de consensus qui a porté M. Lansana Kouyaté au pouvoir, à la primature. Et donc, après réflexion, nous avons trouvé que le combat appartient aux jeunes, mais le partage des avantages appartient aux structures politiques. Et dès lors, on s'est engagé à créer un parti politique. Nous avons créé le parti dont M. Mambi vient de parler. Et en 3 années d'exercice, de 2008 à 2010, 2011, on était dans toutes les instances de décision collégiale. Nous avons été au gouvernement, nous avons été représentés au CNT par ma personne et nous avons été représentés à la CENI en la personne de M. Etienne Soropogui. Alors, cela nous a permis de mesurer à tel point les citoyens pouvaient faire confiance à la jeune génération lorsque le discours n'est pas entassé de sectarisme, de coloration ethnique, tribale ou régionaliste. Donc nous avons travaillé sur des concepts. Nous avons vendu un idéal de société qui nous a permis d'avoir ce résultat. Et notre objectif, notre vision était d'être un instrument au service du développement. Et je pense que notre passage au CNT a favorisé certaines réformes dans la Constitution. J'étais le rapporteur de la Commission constitutionnelle. Ça nous a permis d'intégrer une partie de notre programme de société dans la Constitution, notamment revoir le niveau de l'âge à la candidature, le ramener à 35 ans, notamment intégrer les forces de défense et de sécurité qui ont toujours été source d'instabilité politique, donc de clivage social dans la Constitution pour mieux normaliser ces valeurs-là, notamment de permettre à tout citoyen d'être protégé par un conseil ou un avocat dès lors de l'interpellation, ce qui n'existait pas. On vous arrêtait, c'est quand vous êtes devant le juge que vous avez le droit de vous défendre, alors que au niveau des gendarmeries, de l'habilitation, c'est là où vous faites toutes les dépositions. Donc, nous avons essayé de mettre des innovations dans la Constitution. On a créé l'INDH, nous avons créé la HAC, beaucoup d'institutions d'appui à la démocratie qui, pour nous, étaient les soubassements de l'état de droit. Donc, nous avons estimé que nous avons un devoir infini de continuer l'œuvre que nos aînés ont laissé et qui sont en train de travailler. Donc, en 2013-2014, on ne se retrouvait plus dans cette formation qui avait pris d'autres orientations dont on ne partageait pas. Nous avons quitté cette formation et nous avons créé l'UMP. Et donc, jusqu'à date, l'UMP continue cette vision-là. Et dans notre concept, ce n'est pas qu'on crée un parti pour faire la même chose que les autres partis qui existent. Sinon, il n'y a pas de raison à créer un autre parti. Et nous avons posé des actes différents, mais complémentaires à ce qui a été déjà fait. Nous n'avons pas créé le parti pour entrer en compétition ou en concurrence contre des partis qui existent. Nous n'avons pas créé le parti pour combattre spécifiquement une personne ou un autre groupe de partis. Nous voulons être complémentaires à ce qui existe déjà, mais apporter une vision différente dans l'édification d'une Guinée nouvelle. Et dans ce concept-là, nous on a dit que depuis les indépendances, les débats ont été beaucoup portés sur les personnes, à telle enseigne que aujourd'hui, lorsqu'on écoute les débats politiques, on attaque les leaders, on laisse les opinions et les idées des formations dont les leaders-là sont porteurs de valeur. Et dans le terrain politique, l'ensemble des acteurs politiques qui animent la vie de la nation, c'est des aînés. Lorsque nous prenons les grandes formations politiques les plus anciennes, aujourd'hui, je pense que le président de la République qui incarne l'une des plus grandes formations politiques et qui a lutté non seulement pour les indépendances, mais aussi pour l'instauration d'un état de droit, il est très avancé en âge.
Quand vous prenez tous les autres leaders qui tournent autour soit de la mouvance ou de l'opposition, ils sont très avancés en âge. Ouvrir un débat, apporter des jugements de valeur sur ces leaders, c'est renverser la pyramide de notre culture africaine, qui est fondée sur le respect du droit d'aînesse. Et on a dit, toute intelligence qui sortira d'un groupe, soit de la société civile ou des partis politiques, doit être portée sur des valeurs qui peuvent nous amener de l'avant. Lorsque je parle d'une autre personne, je ne sers pas la nation. Je suis en train plutôt de la faire régresser parce que je porte des jugements de valeur. Et qui sommes-nous pour nous juger? Donc le concept, un parti au service du développement, c'est bâti autour d'un idéal de réforme sectorielle. L'essentiel des actes que l'UMP veut poser, c'est de dire dans tel domaine, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui devait être fait, qu'est-ce qui reste à faire, et définir les moyens, les politiques, les stratégies qu'il faut mettre en place pour arriver à avoir un niveau le plus souhaitable de réformes dans ce secteur-là. Je prends un exemple. Si nous prenons le domaine de l'éducation, avant, il y avait les cadres du temps colonial qui étaient les meilleurs cadres. Après eux, il y a eu les cadres de la Révolution qui, à ces époques-là, ont qualifié d'avoir étudié Coco Lala. Aujourd'hui, ce sont ces cadres qui font la fierté de l'administration parce que les générations qui ont suivi ont été des générations qui ont beaucoup raté le niveau qui était là pourtant qu'on décriait. Donc le niveau d'éducation ne fait que chuter, au point qu'aujourd'hui, il n'y a plus de compétitivité entre les étudiants guinéens et d'autres étudiants de la sous-région. En intelligence, ils sont de loin en avance par rapport aux autres, mais en outils, en bagage, en accompagnement, il y a beaucoup de régression. Et nous devons corriger cet écart-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes fiers des doyens, c'est parce qu'ils ont un niveau qui nous honore. Et lorsque nous serons doyens, si nos successeurs ne sont pas fiers de vous, c'est parce qu'on aura raté la coche que nos prédécesseurs avaient adaptée. Donc, ces réformes-là nous tiennent. Si vous prenez la santé, il y a un virus qui vient au XXIe siècle qui détruit le pays de l'Est à l'Ouest et qui infecte 3 autres pays, qui a tué beaucoup de gens. À notre entendement, si on avait des structures adéquates avec un personnel bien équipé contre ça, on n'aurait pas atteint ces degrés de désolation. Ce virus est apparu dans les années 74 en RDC, pour la première fois, dans un village. Et il a été circonscrit dans ce village-là. Mais nous, en l'an 2000 et quelques, ce virus vient, on n'a pas pu le circonscrire et il a fait beaucoup de ravages. Si on évalue la performance de notre système de santé, c'est qu'il n'a pas été à la hauteur de celui que détenait la RDC dans les années 74. Et quand vous prenez l'écart d'années, vous trouverez que notre recul peut être évalué en fonction de l'écart d'années qui existe entre ces deux États et les deux réactions de ces administrations. Cela doit nous interpeller. Lorsque nous prenons le domaine de l'emploi, aujourd'hui, plus de 80% des jeunes sortent sans emploi. On est certain que l'État ne peut pas tout employer, mais on est aussi dans l'évidence que c'est l'État qui prépare le soubassement pour faciliter les opportunités d'investissement. Mais c'est aussi dans le quotidien de chacun de nous à inciter les autres à oser venir s'installer et amener leurs avoirs dans ce pays-là. Donc c'est un effort collégial. Donc pour nous, aujourd'hui, notre mission, c'est d'animer des panels, apporter des propositions, amener des solutions à des problèmes dans divers domaines d'activité. Inspirer les gouvernants à mettre ces réformes, mais aussi se battre pour être dans les instances de prise de décision où nous pouvons faire changer les choses. Aussi longtemps qu'on va réclamer, on ne pourra pas bâtir. Mais aussi longtemps qu'on se battra pour être parmi ceux qui décident de bâtir, on pourra apporter notre contribution. Pas dans l'adversité, mais dans la complémentarité. Notre opinion, c'est que tout ce qui a été fait, c'est un acquis.
Mais s'il n'est pas suffisant, il faut avoir le courage de dire qu'il n'a pas été suffisant. Et ce n'est pas en jugeant les autres qu'on va apporter les solutions, mais c'est en proposant des alternatives qu'on peut bâtir ensemble le développement. Donc, nous sommes ouverts à collaborer, à travailler avec toutes les obédiences politiques, pourvu qu'elles respectent les normes et les principes et les valeurs qui régissent la République. Aussi longtemps qu'on se retrouvera dans cette dynamique, ça ne nous gênerait pas de travailler avec l'un ou l'autre bloc. Et nous sommes aujourd'hui dans l'opposition républicaine. Mais pendant que nous y sommes, on a posé des actes pour toute la République. On a posé des actes pour aider le gouvernement. On a fait des propositions, qu'elles soient entendues ou pas, mais nous avons travaillé. Je donne un exemple. En Belgique, où on a eu à faire beaucoup plus d'activités, il y a 14 000 Guinéens qui y vivent. 16 000 Guinéens, autant pour moi. Il y a 14 000 qui ont des papiers réguliers, qui peuvent y rester résider sans inquiétude. Il y a 2 000 qui flottent, qui sont dans l'angoisse de n'avoir pas bénéficié de la protection, mais qui ici sont établis. 2 000 Guinéens qui vivent dans un état où ils ne sont pas reconnus, donc qui sont très fragiles, nous a interpellés autant que ça existe dans tous les autres pays de l'Europe. Nous avons essayé de voir qui pouvait participer à cette dynamique pour aider les Guinéens. D'abord ceux qui sont établis à s'intégrer, parce qu'il y a les problèmes de formation, il y a les problèmes d'emploi, il y a beaucoup d'autres pesanteurs. Il ne suffit pas d'avoir les papiers, il suffit de pouvoir vivre très bien dans ces États. Nous avons rencontré nos représentations diplomatiques, mais quand on a posé notre idée de vouloir passer par la représentation diplomatique pour trouver des solutions, ils nous ont dit non, qu'eux, ils travaillent, mais ils étaient plus habiles à envoyer des opérateurs économiques belges en Guinée pour des opportunités d'investissement que de protéger les Belges qui vivent en Belgique. Des Guinéens qui vivent en Belgique. Alors, notre devoir n'était pas de combattre l'État, mais de renforcer cet effort-là. Alors, nous avons été voir des amitiés à nous qui étaient dans le gouvernement, qui sont dans le gouvernement belge, et on les a expliqué que la communauté guinéenne est la plus importante après les communautés maghrébines et congolaises. Donc nous venons en troisième, nous sommes la troisième plus grande communauté en Belgique, mais nous n'avons aucune protection. Lorsque vous prenez un diplôme guinéen, il n'est pas reconnu en Belgique. Donc tous ceux qui sont partis avec des diplômes sont obligés de les jeter pour aller faire du travail manuel. Cela nous interpelle. Ensuite, les Guinéens qui vivent dans les zones où on parle la langue néerlandophone ne sont pas protégés par une loi parce qu'ils sont obligés de maîtriser cette langue qui est difficile à maîtriser, sinon ils n'auront pas du travail. Donc, il y a beaucoup d'autres cas qu'on a cités, mais nous avons organisé une rencontre on a invité le ministre flamand qui s'occupe de la mobilité de Bruxelles à venir rencontrer la communauté guinéenne pour l'écouter et échanger avec elle. Et il nous fallait avoir une monnaie d'échange. Lorsque vous dites au blanc « aide-moi », tu dois lui dire « qu'est-ce que je peux t'apporter ». Sinon, il va te prendre comme toujours un demandeur et vous n'aurez pas de valeur devant lui. Alors, nous avons joué sur ce qu'ils ont de plus important, la fibre électorale. Nous leur avons dit, nous avons 14 000 votants ici. Lorsque vous nous aidez, vous aidez la communauté guinéenne, vous pouvez avoir au moins plus de la moitié de cette communauté qui peut voter pour vous. Finalement, ils avaient vu pourquoi ils devaient nous aider. C'est ce que nos autorités n'avaient pas vu. Parce que si l'ambassadeur vient dire « j'ai 14 000 votants ici et je demande qu'on fasse l'équivalence des diplômes guinéens pour leur faciliter d'accès aux études supérieures », ça aurait été fait. S'il leur dit « j'ai 14 000 Guinéens votants, je voudrais que vous développez une certaine stratégie pour former les gens dans la maîtrise de certains concepts de développement tels que les corps de métier, la menuiserie, la plomberie, les mécaniques. Comme ça, on n'allait pas voir des ouvriers sénégalais, béninois, togolais et d'autres pays que j'aime bien venir prendre le gros des contrats en Guinée alors qu'il y a des Guinéens ici. C'est la compétitivité qui manque. Donc nous avons organisé ça en 2014. Ça a été une grande réussite. Et en 2017,
le 15 décembre 2017 ici, le ministre était tellement content qu'il a invité la communauté guinéenne en retour à son cabinet. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les clivages politiques entre les différentes formations, ce petit jugement individuel qu'on met entre nous a impacté sur la réussite des événements. Pourquoi? Nous avons invité toutes les obédiences politiques. Lorsque l'UMP organise, il est fait défense à toutes nos structures d'inviter les uns et laisser les autres. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter nos aînés du RPG Arc-en-Ciel, parce que pour nous, lorsqu'on doit parler de la Guinée, c'est avec tout le monde. Nous devons nous vouloir complémentaires, même si on a une divergence de point de vue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous avons été invités, nous avons envoyé des lettres d'invitation à toutes les coordinations, à tous les partis politiques et aux personnes aux ressources de venir et de poser les problèmes réels. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons invité la société civile malienne, dont nous sommes membres fondateurs, qui est le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Je suis le conseiller juridique de cette ONG, donc je me devais quand même, dans le cadre d'une dimension panafricaine, intégrer ces gens-là à une dynamique guinéenne. Les Maliens ont répondu plus que les Guinéens. Et au sortir, qu'est-ce qu'on a gagné? Le ministre de la Mobilité s'est engagé pour les communautés guinéennes et maliennes d'œuvrer auprès de l'OIM pour que ceux qui n'auront pas de visa de protection puissent au moins bénéficier d'un visa temporaire et faire une formation et rentrer dignement dans leur famille. Ce qui, jusqu'à maintenant, n'existait pas. Lorsque vous n'avez pas les papiers, on vous mettait dans un centre fermé et si vous résistez, on vous enchaînait pour vous mettre dans l'avion et vous ramener. Même le mois de décembre au cours duquel on parlait, il y avait plus de 36 Guinéens qui avaient été renvoyés ici. Et au mois de janvier, il y a un Guinéen qui s'est donné la mort à l'aéroport d'Orly, à Paris, parce qu'on voulait le ramener. Donc si nous avons pu aller convaincre ceux qui font ça, à prendre les Guinéens, même s'ils ne sont pas, ils ne bénéficient pas de protection, mais à de leur donner une certaine assistance pour les former et les raccompagner dignement en Guinée, pour nous, c'est une autre justification de notre existence. Nous avons dit que nous ne venons pas prétendre faire ce qui n'a pas été fait, mais nous apportons une autre façon de faire qui va compléter ce qui a été fait. Et je pense qu'aucun leader, aucune formation politique en Guinée n'avait fait cette démarche-là. Si ça a été fait, on n'était pas au courant. Donc, bref, aujourd'hui, nous venons pour valider la fédération de Dalaba. Et pour nous, on a besoin de vous tous, de la mouvance, de l'opposition, pour pouvoir porter ce débat. Dans les prochains mois à venir, nous allons créer une école de devoirs ici. C'est pour vos enfants, c'est pour nos frères. On ne demandera pas est-ce qu'ils sont du RPG, est-ce qu'ils sont de l'UFDG, est-ce qu'ils sont du PDN. La seule chose qu'on demandera, qu'ils soient élèves et étudiants guinéens. Donc pour nous, c'est le devoir de tout père de famille d'aider toute structure qui œuvre dans ce sens. Nous allons essayer de relever le niveau de l'éducation. Et on aime à dire que tous ceux qui veulent venir dans le parti, s'ils viennent pour des espoirs de gagner l'argent, M. Mambi ni Douris ne disposent de fonds pour leur donner. Mais s'ils viennent pour apporter des idées nouvelles, avoir celles qui sont là et être un outil pour pouvoir travailler dans le cadre du développement, alors les portes sont grandement ouvertes. Et vous les doyens, nous vous remercions d'être venus. J'étais passé ici en 2010 pour former les démembrements de la CENI. À l'occasion, j'ai pu rencontrer doyen. On a fait un très bon travail. Nous avons étudié auprès de lui beaucoup de sagesse et d'autres aussi, qui nous ont donné le goût de revenir souvent écouter. Nous vous demandons de nous aider à nous parfaire par vos conseils et vos accompagnements. Et je suis très, très, très content de la présence du RPG. Il y a une chose qui est évidente. Au-delà du discours qui nous oppose, chaque acte posé
qu'on reconnaisse ou pas, ceux qui en bénéficient sont des messagers pour dire « vous avez bien fait ». Et en 2017, moi je suis consultant, nous avons réussi à convaincre un groupe de Libanais à venir investir en Guinée et ouvrir une usine pour plus d'emplois. Nous le faisons quand les usines sont implantées, c'est l'État qui va dire « nous avons fait ça ». Mais qui a démarché pour en arriver là? C'est les Guinéens. Qui bénéficient? Ce sont nos compatriotes. Quand ces Libanais sont venus, le ministre de l'Industrie était malade, couché à l'hôpital militaire à Paris. Tout est bloqué. Ils ont dit, bon, nous allons partir au Sénégal parce que nous avons mis beaucoup d'argent et on ne sait pas quand est-ce qu'il va se rétablir. D'autres disaient qu'il allait être amputé, certains, il y avait des spéculations. Alors, moi, je me suis levé, je suis parti, j'ai appelé le ministre qui a accepté de me recevoir. Je pense que je suis l'un des rares visiteurs quand il était à cet hôpital-là. Je suis venu, il m'a reçu. Quand je l'ai dit, il a dit, je signe l'autorisation à l'instant. Il a donné les instructions, ils ont signé l'autorisation. Et aujourd'hui, cette usine, elle produit. Donc ça, c'est des avantages générationnels. Parce que le ministre est de ma génération et parce que j'ose partir lui dire, même quand il est malade, aide-moi à faire passer ça. Je pense que ça, c'est au-delà du fait qu'il soit de la mouvance et qu'il me sait foncièrement de l'opposition. Donc si on continue des collaborations comme ça, aujourd'hui, vous avez trouvé une situation, vous avez essayé de corriger ce que vous pouvez. Vous ne pourrez pas tout faire, mais permettez-moi, nous, de vous critiquer par rapport à ce qui n'est pas fait. Ça vous réveille chaque instant de savoir que ça doit être fait, ce n'est pas fait. Mais lorsqu'on met le débat personnel, il y a un rideau qui nous empêche de comprendre ce que les autres font. Senghor lisait tous les journaux critiques à sa personne, chaque matin. Et lorsqu'il va, la décision, c'est d'abord de savoir pourquoi on l'a critiqué. Si c'est fondé, il trouve une solution. Si ce n'est pas fondé, il passe outre. C'est ce qu'on vous demande. Et nous, l'opposition, demain, on va prendre le pouvoir. Nous devons savoir pourquoi nous voulons le pouvoir. Si on le prend sans savoir pourquoi nous le voulons, quand on l'a, ça devient une patate chaude. Tous les secteurs de développement sont au rouge. Donc quand tu prends le pouvoir, tu vas jouer au sapeur-pompier. C'est comme quand on vous dit, il y a une maison qui brûle, ici il y a les très vieux, ça brûle ici, ici il y a les bébés, ça brûle, ici il y a les femmes. Par où tu vas commencer? Tout secteur que tu mets prioritaire, on te dit, il laisse les enfants brûler, il sauve les femmes. Quand tu sauves les femmes, on dit, il laisse les vieux brûler. Donc, il faut d'abord avoir une stratégie préétablie, comme ça, quand tu viens, tu mets les équipes. Je m'excuse d'avoir été long. Je redonne la parole à M. Dambi pour nous faire lecture du bureau qu'on va valider avant de donner la parole à nos illustres invités. Moi, je crois qu'il s'est déplacé. D'accord. Je vais lire le procès-verbal. Ok, d'accord, ça va, allez-y. Bon, s'il vous plaît. Oui, je vais lire l'extrait du procès verbal qui s'est tenu de l'Assemblée générale de l'IMP, du bureau fédéral de l'IMP de Dalaba, qui s'est tenu le 25 avril 2018. L'an 2018 et le mardi 24 avril, à 16h00, une assemblée générale s'est tenue à l'école maternelle La Source du Savoir sous la présidence de M. Ibrahima Sori Dambi Baldé. On assistait à cette assemblée l'ensemble des militants et sympathisants de l'IMP de Dalaba. Après avoir constaté la présence de 2 tiers, le président a déclaré la séance ouverte. Était à l'ordre du jour l'élection des membres du bureau fédéral, la planification des activités prévues le jour de l'implantation de la fédération et les divers. Au titre de l'élection des membres du bureau fédéral, les personnes dont les noms suivent, conformément au tableau ci-dessus, ont été élues. On a prénom et nom, fonction, contact. Monsieur Amadou Bari a été élu président du bureau fédéral.
Monsieur Thierno Sadou Diallo a été élu vice-président. Monsieur Ibrahim Assori Dambi Baldé, secrétaire général. Mamadou Kenda So, secrétaire général adjoint. Elhadj Ibrahima Diallo, secrétaire administratif. Moi. Monsieur Mamadou Ali Moubari, secrétaire administratif adjoint. Thierno Amadou Bari, trésorier. Amadou Bari, trésorier adjoint. Abdullah Djibril Diallo, le secrétaire chargé à l'organisation et à la propagande. Ibrahim Assori Diallo, secrétaire chargé de l'organisation et de la propagande adjoint. Diara Issaïdou Diallo, secrétaire à l'information et à la presse. Fodé Mohamed Kamara, le secrétaire chargé des affaires juridiques et électorales. Oumou Diallo, secrétaire chargé des affaires culturelles. Boubacar Ba, secrétaire chargé des affaires culturelles adjoint. Aïssatou Billi Diallo, secrétaire chargé des relations avec les femmes. Monsieur Ibrahim Assori Sidibé, secrétaire chargé de l'éducation et à la formation. On a Néné Bilguissou Diallo, secrétaire chargé de relations avec les femmes adjointes. Mamadou Saliou Diallo, secrétaire chargé de relations avec les jeunes. Mamadou Chorori Diallo, qui est le secrétaire chargé du secteur informel. Et enfin, on a M. Saikou Yaya Bari, qui est le secrétaire chargé des affaires religieuses et avec les sages. Votre attention, s'il vous plaît. Chers invités, après analyse de la procédure d'implantation du bureau fédéral de l'IMP de Dalaba, nous avons l'honneur de constater que toutes les procédures juridiques et administratives ont été respectées. De ce fait, nous déclarons valide le bureau fédéral UMP de Dalaba. Je vous remercie. Oui. Par son brillant discours, bien qu'étangeur, il est plein d'initiatives. Ces initiatives-là qui pourront faire bouger le pays. Et il a tenu un discours sans écart de langage. Ça m'a beaucoup réconforté. Et on part des insuffisances des uns pour projeter l'avenir. J'ai compris cela. Et ça m'a beaucoup édifié aussi. Quant à ma question, elle repose sur l'âge. Vous avez donné 35 pour les élections, je pense, si j'ai bien capté. Maintenant, ce 35, c'est une date butoir ou il y a un intervalle de temps? Il faut 35 pour aller aux élections, pour être candidat de quelle date à quelle date? Ou c'est 35 seulement, c'est une date butoir? C'est à partir de 35 ans qu'on peut être candidat. Et maintenant, quel est le sommet? On n'a pas clôturé. C'était ma question. On n'a pas clôturé. Et excusez-moi de préciser à ce niveau-là. Vous savez, lorsqu'il était question de faire la Constitution, à ce point, les avis étaient partagés. Les gens ont dit qu'il faut clôturer. Alors, les autres ont estimé que, vous savez toujours, le problème qu'on a à vous gérer,
vous et l'UFDG, c'est que quand l'un dit c'est rouge, l'autre dit c'est noir. Donc, on est entre vous deux, vous nous prenez en sandwich. Alors, l'opinion qui s'est dégagée, on avait un consultant de l'OIF qui était le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, professeur Théodore Olo, qui est un éminent juriste. J'ai eu à discuter avec lui. J'ai dit, bon, pour enlever le problème du plafonnage, mais plafonner d'une autre façon, mettons un mécanisme. En offre, lui et moi, on a discuté pour mettre le système du collège de médecins. Lorsque le médecin dit que mentalement, physiquement, tu es apte, même si tu as 200 ans, tu es guinéen, tu gardes tes droits. Lorsqu'il dit tu n'es pas apte, ça veut dire pour toi c'est plafonné là-bas. Donc le plafonnage a été fait par personne, par candidat. Mais le Guinéen, il veut entendre comme il veut, sinon il critique. Ça ne sert à rien de dire à partir de 75 ans. Il y a des jeunes de 50 ans qui sont si malades qu'ils ne peuvent plus briguer la présidence de la République. Ce n'est pas plafonné, mais si vous leur donnez droit à être candidat, c'est un candidat mourant qui va venir et le pays va basculer dans l'instabilité lorsqu'il est question d'une vacance de pouvoir. Pour sécuriser les institutions, garder la cohésion du pays et amener le président à être un homme sain et équilibré, on a dit on plafonne par l'aptitude. Mais le Guinéen n'a pas compris. On a perdu l'habitude de lire ou de consulter des spécialistes pour nous faire expliquer. C'est encore l'un des points sur lesquels nous allons bâtir notre modèle de gouvernance, c'est-à-dire essayer d'apporter toujours la pédagogie, discuter avec des gens. Ce que nous ne connaissons pas, on appelle ceux qui connaissent pour nous dire. Comme ça, ça nous permet de partager le savoir. Excusez-moi de... Il a toujours la parole. Merci bien. Ok, je remercie tous les assistants. Je remercie le président de l'IMP à travers le bref discours qu'ils ont pu faire ici. Bon, j'ai entendu le président de l'IMP parler qu'il était dans un autre bord politique. Maintenant, le temps qu'ils ont pu faire là-bas, ils ont, après une réflexion momentanée, qu'ils ne seront pas vus à un instant. Maintenant, ils ont créé ce parti IMP. Maintenant, du fait que vous avez créé ce parti IMP, je voudrais savoir si vous l'avez créé dans l'adversité, autrement dit, dans une complémentarité des autres partis politiques que vous avez déjà trouvés sur le terrain. Donc, c'est une question qui m'a quand même inquiété sur ça. Je veux savoir. Merci bien. Je vous remercie. Je vous remercie pour la question. Votre question est très importante parce que beaucoup ont eu à développer des théories comme ça, comme quoi on a créé le parti parce qu'on a quitté là, on est frustré, on a créé le parti pour combattre quelqu'un. Non. Vous savez, à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle le discours de l'abbé. Le président de notre parti à l'époque est parti accompagner Elhadji Cellou Dalein. Et arrivé à l'abbé, il était accompagné d'une délégation de la coordination régionale de la Moyenne-Guinée, du secrétaire fédéral de l'abbé et beaucoup d'autres, et du vice-président qui ne savaient pas qu'est-ce qu'il allait s'engager auprès de l'UFDG. Et il invalide le parti d'aller aux élections présidentielles, ce qui ne relève pas de sa compétence. J'étais le président du conseil juridique délégué à l'administration. J'avais l'exclusivité des compétences de décider si le parti devait aller ou non à une élection. Et je devais vérifier à travers un mécanisme mis en place et validé par une assemblée plénière si le candidat répond aux critères. Je devais donc être la première personne à être informée si le parti a pris une telle résolution. Et ça ne relevait pas aussi de ma décision, mais d'une décision collégiale, ce qui n'a pas été respecté. Si à l'instant, M. Token disait
la procédure de validation et de mise en place de la fédération n'avait pas été observée, on invalidait la fédération. On allait boire le jus, parler très bien, échanger pour capitaliser ça, mais la fédération n'allait pas être installée. Mais puisqu'il a constaté la conformité et la régularité, nous l'avons fait. Et c'était ça notre démarche. Lorsque ce mécanisme a été violé par le premier responsable du parti, qui partait en alliance parce qu'il espérait avoir des avantages, mais c'était à l'encontre des principes du parti. Pourquoi on a créé le parti? C'est pour compléter les insuffisances qui existent. Et si nous-mêmes nous devenons plus insuffisants, d'ailleurs carents, et peut-être même immoral, parce que quand tu violes consciemment la loi, ce n'est plus de la morale. On ne se retrouve plus dans cette formation, on l'a quittée. Et comme nous voulons continuer la dynamique de notre vision, il était de notre devoir soit de renoncer à la mission ou de l'accomplir. Il y a un penseur qui dit que toute génération a une mission. Il lui appartient de l'accomplir ou de la trahir. Si vous travaillez pour arriver à accomplir la mission, vous allez dans ce sens. Si vous vous abstenez ou vous renoncez, vous l'avez trahi. Donc ce n'est pas dans l'adversité. Mais nous continuons. On n'a pas d'adversaire. Aujourd'hui, tout ce que nous réclamons est dans les mains de la mouvance. Mais en le réclamant, nous avons la conscience qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ne peuvent pas tout apporter. Mais il faut leur mettre la pression pour que l'habitude du pouvoir ne les égare pas à gérer des petits dossiers et laisser le vécu, le quotidien du gars. Aujourd'hui, tous qui sont dans la mouvance, ils sont très décalés de la base. La dernière fois, j'ai dit au conseiller du président, j'ai dit, vous êtes là. Le président, aujourd'hui, c'est le bébé guinéen. C'est mon fils. Parce qu'il est comme mon bébé. S'il veut aller quelque part, on prépare tout. On dit, viens. Il vient, il ne verra que ce que les gens veulent qu'il voie. Il n'entendra que ce que les gens veulent qu'il entende. Et quelquefois, les services de renseignement qu'il pense lui donner la bonne information, lui mentent par calcul. Ils sont partis jusqu'à le pousser à faire l'aveu qu'il ne connaît pas le Guinéen. Parce qu'il voulait être sincère avec les Guinéens, dire que si il y a des problèmes, c'est parce que je ne vous connais pas. C'est mon frère qui vous connaissait. Il a dit lors de la fête internationale du travail. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'on lui remonte, quelquefois, il vérifie, il trouve que c'est faux. Moi, je dis aujourd'hui, s'il a des acquis, tout ce qu'il a pu réaliser, c'est parce que lui, personnellement, il s'est levé pour le faire. Il a dit, je veux le courant, il sait que s'il confie à quelqu'un, on va détourner des fonds. Il a débloqué 450 millions d'euros, on a acheté des groupes qui n'ont jamais démarré. Mais quand il s'est levé, il a dit aux Chinois, envoyez tout, je signe. Il a signé, on a dit, c'est gré à gré, il dit, je m'en fous. Aujourd'hui, Kaleta est là. Mais quand le courant vient, il vient chez moi, je ne suis pas de la mouvance. Je ne soutiens pas certaines actions de la mouvance, que je dénonce d'ailleurs. Mais ça, c'est de l'acquis. Donc on ne fait pas de l'adversité, on ne fait pas de l'animosité, mais tout ce qui n'est pas correct, croyez-nous, on va le dénoncer. Tout ce qui est bon, on va le reconnaître. C'est une dimension aussi religieuse. Hein. Dieu n'aime pas le menteur. Et nous remercions le président de l'UMP. L'UMP, Mouvement Populaire, ça me dit quelque chose. Un mouvement populaire a toujours abouti à une révolution, c'est-à-dire une transformation rapide de la société. Donc, Monsieur le Président de l'UMP est parmi les félicités. Je vous remercie. Merci bien, doyen. Nous sommes en intelligence avec votre formation politique pour ce qui est de bâtir une opposition forte. Et aujourd'hui, ce que nous faisons est la résultante et même, si vous voulez, le justificatif de ce qu'eux, ils veulent être. Une mouvance sans opposition est dictatoriale. Quand ils vont ailleurs où on parle de l'universel, ils se vantent d'avoir une opposition libre de dire ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut. C'est parce que vous et nous existons.
si nous apportons des débats qui nous amènent toujours dans l'adversité, vous savez, on a fait le constat à l'UMP que depuis l'indépendance, le seul jugement qu'on apporte, c'est que toutes les mouvances ont été là et ont mis l'essentiel de leur énergie à détruire les oppositions. Et toutes les oppositions ont combattu essentiellement et fondamentalement pour affaiblir l'État. Voilà le constat que l'UMP a fait. Et dans cette adversité, la Guinée a perdu. Chacun est rigide dans sa façon de faire, mais est-ce que c'est ça la vérité? J'ai dit la vérité, ce n'est pas quand on affaiblit l'État et lui réclamer les avantages d'un État fort. Un État fort, c'est un État qui protège ses citoyens, qui donne de l'eau à boire, qui donne le courant, qui donne l'électricité et le système de santé, qui sécurise les gens, qui met les bases de l'investissement, qui aspire les investisseurs, qui rassure tout le monde et qui redistribue les avoirs pour équilibrer et réduire les divergences et les escaliers fondés sur l'avoir et sur les clans et les sectes. Mais lorsque l'État est faible, il ne peut pas faire tout ça. Lorsque l'État ne prend pas les impôts et les redevances, il ne peut pas payer les fonctionnaires. Il ne peut pas construire une école. Il ne peut rien faire. Et on lui demande ça, au même moment, on l'empêche de se nantir de ce qui peut nous apporter ça. On est en train de travailler pour ramener le Guinéen à sa plus petite dimension. Le constat de la Guinée, on est tous responsables. On est tous responsables. Maintenant, nous, ce qui nous revient à nous, c'est de faire en sorte que votre adversité ne nous nuise pas trop. Mais puisque vous ne voulez pas comprendre, on retire nos voix, on se les donne. Voilà pourquoi les jeunes ont décidé de prendre leur destin en main. On fait la politique pas pour vous combattre, parce que si on prend le pouvoir, partout où on sait qu'un doyen peut venir apporter la sagesse, on le mettra là. On a besoin de conseils. Donc, on ne va pas prendre le pouvoir pour vous écarter, mais on le prendra pour vous empêcher de continuer dans l'adversité. Parce que vous avez tellement de pression de vos militants que vous n'osez plus regarder ailleurs. Vous suivez la ligne de vos militants. Et nous qui n'avons pas d'engagement, qui n'avons rien promis, qui n'avons rien déplacé, on est flexible. Aujourd'hui, on peut bâtir. C'est ce qu'on veut que les jeunes comprennent. On a dit aux jeunes, arrêtez d'aller prendre l'argent pour suivre un parti parce que celui qui vous paye, il ne vous respecte plus. Parce que s'il a payé votre conscience, moi je respecte quelqu'un qui travaille pour moi. Tu es mon domestique, je te paye, j'ai 1000 fois plus de respect pour toi que n'importe quelle autre personne parce que c'est toi qui me fais, c'est toi qui me rends propre, c'est toi qui m'aide à me nourrir. Tu as préparé, j'ai mangé, tu es une bonne personne. Mais lorsque j'ai acheté ta conscience, je ne te respecte pas. Parce que mon domestique, je lui paye pour le travail qu'il fait. Mais si je lui dis, couche-toi, je marche sur toi, il va me dire non, alors il claque la porte. Sa conscience, je ne peux pas l'acheter, même si je lui paye 1 milliard. Mais celui qu'on achète pour les voix, on lui dit, je n'ai rien à te donner demain. Je ne peux pas faire ton bonheur, mais tiens 100 000 francs, mets ma carte. Il va y mettre cette carte-là. Cette inconscience ramène la Guinée à des niveaux de recul qu'on ne souhaite pas. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, nous avons proposé une solution. Parce qu'on est sorti des élections communales, jusqu'à présent, on n'arrive pas à installer les communes. Vous savez pourquoi? Parce que nous, de l'opposition, on détient l'évidence que l'État nous a volé dans certaines circonscriptions. Et l'État, aujourd'hui, détient la loi qui dit qu'au-delà du recours du juge électoral, il n'y a plus de recours possible, on ne revient plus sur ça. Mais pourtant, il y a eu tripatouillage. L'UMP a eu un candidat dans la commune de Matoto, 92 bureaux de vote, les procès-verbaux ont été écartés. Ça, c'est évident, non? Aucune loi n'a dit de faire ça. Les juges, on leur dit plus de 5 prorogations, ne prenez pas. Ils ont pris jusqu'à 20. La loi n'a pas dit ça. OK. Donc, maintenant, c'est ce juge-là qui doit dire le droit. Il n'a pas dit le droit.
Donc maintenant, si on fait le recompte, on a violé la loi de la Guinée. Parce qu'on a dit qu'il n'y a plus de recompte après. Mais si on laisse ça, tout le monde voit la vérité des procès-verbaux, l'évidence, et on a jeté la vérité pour prendre le mensonge. Alors, dans un pays où on prend le mensonge, on laisse la vérité, le pays va être maudit de cette position. Et nous, nous réclamons ça. Et la solution maintenant, la mouvance et l'opposition, on est bloqué. Les jeunes disent, ah, si on revient sur ça, on viole la loi. Ils n'ont pas le mécanisme. Et ils ont fait des manifestations de rue et tout ça. L'UMP a dit, au-delà, comme on dit, une eau versée, on ne peut plus la reprendre, mais on peut trouver une autre eau pour compenser. On a donné des exemples de tels cas typiques qui ont eu lieu dans notre pays. Entre les deux tours, la Constitution est formelle et craque. C'est 2 semaines. Mais lorsque l'un des candidats a vu qu'il y a 24 points d'irrégularité qui risquaient d'impacter contre son suffrage, il a dit, tant que ces 24 points ne sont pas satisfaits, je n'irai pas aux élections. C'est le candidat Alpha Condé. On a vu que c'était réel sa réclamation. On a pris un acte par la Cour suprême faisant dérogation à la loi constitutionnelle pour l'équilibre. Ça s'est passé. Il y a eu 4 mois entre les 2 tours. On a dit, d'accord, c'est de bon droit. Lorsque la CENI n'inspirait plus confiance ni à l'un ni à l'autre candidat, on a dit qu'il faut trouver une personne neutre. Il n'y a pas de Guinéen neutre. Même les imams votent pour quelqu'un. On a dit donc, on trouve un Malien qui nous a été envoyé par une institution internationale. Mais la loi constitutionnelle est formelle. Pour être membre de la CENI, il faut être de nationalité guinéenne. Il faut venir de 4 institutions: mouvance, opposition, administration, société civile. Et pour être président de la CENI, il faut être élu par une assemblée générale des 25 commissaires de la CENI légalement constitués. Et le général malien n'était ni guinéen, ne provenait d'aucune de ces institutions et n'a pas été élu par une assemblée générale des 25 commissaires. Donc, il faisait dérogation sur tous les principes constitutionnels. Et on a pris un acte de la Cour suprême pour l'habiliter. Et en vertu de cet acte d'une institution judiciaire, il avait la légalité d'être désigné comme président de la CENI. Et le président de la République a fait le décret. Aujourd'hui, on demande ce que la loi dit, on ne peut pas faire. Mais les décisions judiciaires peuvent être dérogées par un acte plus supérieur qui est celui de la Cour constitutionnelle. On a dit à l'opposition républicaine, au lieu de réclamer coûte que craque, on change, on leur propose de suivre un cheminement légal, mais la Cour constitutionnelle ordonne à la CENI de tenir en compte les procès-verbaux de chaque bureau de vote. Dans chaque bureau de vote, tous les candidats avaient leurs représentants qui ont signé les procès-verbaux. La sincérité des suffrages exprimés se trouve dans ces bulletins-là. C'est le transport entre le bureau de vote et les CACV, c'est là où toute la fraude a été orchestrée. À Matam, on a vu un comité de bastonnade. C'était jamais vu. Ils sont là. Lorsqu'on dit président de bureau de vote avec une urne, on lui casse la gueule, on ouvre. Et à Matoto, nous, qu'est-ce qui se passe? Un procès verbal à moitié ouvert, le scellé, si c'est à moitié ouvert, il est nul. Donc on venait, on prenait l'équipe, on ouvrait à moitié, on vous donnait, on vous giflait, on dit partez. Vous venez, le juge dit, ah c'est moitié ouvert, on met à côté. C'est des mécanismes de fraude. Donc, si on prend maintenant ce qui a été fait à la source sans fraude, on rétablit la vérité, on a suivi une procédure légale et c'est pour tout le monde. On a la paix, la stabilité, nous avons nos voix, ils ont la tranquillité de pouvoir percevoir les impôts, les taxes, les redevances et continuer à finaliser leurs réformes parce que 2020 est arrivé. Maintenant, si en 2020, le peuple réédite sa confiance au RPG, il n'y a pas de problème. On va toujours mettre la petite pression. S'ils ne veulent pas nous associer à la gestion, on va vous mettre la pression. Mais si vous voulez qu'on travaille ensemble, on va vous laisser en paix. Moi, je pensais, je vous assure, avant les élections présidentielles de 2010, avec le président Alpha Condé, on était chez lui. Moi, je partais veiller chez lui, on travaillait sur, je lui rédigeais beaucoup de choses.
Il m'a dit, personne ne peut seul gérer après ces militaires-là. Si nous voulons la paix, la tranquillité, pour mettre les bases du développement, il faut une gestion collégiale. C'est ce qu'on a eu jusqu'à après les élections. Mais les divergences d'opinion, les ressentis personnels ont tellement creusé de fossés que personne ne pouvait appeler l'autre pour travailler avec lui. C'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de retard dans le développement. Regardez le gouvernement comment on appelle ça, de transition. Comme tous les partis politiques étaient dedans, jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de cri, il n'y a rien eu. Il y avait mouvance, opposition, tout était bon. Si on met des gouvernements intégrant toutes ces dimensions, celui qui s'oppose et réclame telle chose, il est dedans, il peut le faire. Donc, merci, doyen. Merci à vous. Moi, je crois qu'après la brillante intervention du président de l'UMP, je crois que pratiquement nous n'avons plus rien à dire. Mais il faut reconnaître qu'avec ce qu'il a dit, nous osons dire que l'UMP est un parti d'avenir. Parti d'avenir parce que d'abord jeune. Et ensuite, le président vient de nous faire le survol de type de société que son parti, n'est-ce pas, entend mettre en jeu. Vous voyez que c'est c'est un type de société ambitieux qui, de manière générale, touche toutes les préoccupations des Guinéens, qui sont du reste très nombreuses. Et dans son intervention, nous avons compris que l'UMP n'a pas comme objectif l'adversité. L'UMP est prêt à accepter avec les autres partis tout ce qui contribue au développement de la Guinée. Mais par ailleurs, il est aussi tout disposé à combattre tout ce qui va contre la volonté et l'épanouissement du peuple de Guinée. Pour tout cela, nous disons que c'est un parti d'avenir. Et ce que nous pouvons dire en conclusion, c'est que d'abord, nous vous encourageons et nous vous demandons de multiplier ce genre de rencontres. Moi qui vous parle, j'entendais parler de l'UMP, mais je ne le connaissais pas. Il faut que je vous le dise. Connaître un parti, c'est connaître le type de société qu'il prône. Et donc, c'est avec votre intervention que moi j'ai vu les objectifs fondamentaux que l'UMP se fixe. Et ces objectifs, selon mon entendement, contribuent tous à résoudre les problèmes du peuple de Guinée. Et pour cela, je vous encourage et prie Dieu de vous assister. Je vous remercie. Oui, bon, en fait, je remercie le doyen. Il a dit qu'il entendait parler de l'UMP sans connaître, mais je dois lui dire qu'une partie de son savoir se trouve dans le résumé de ce qui nous engage à faire l'UMP. Quand je suis passé ici en tant que coordinateur des élections au compte du CNT entre les deux tours, le deuxième tour de l'élection présidentielle en 2010, nous avons formé les démembrements, on a supervisé les élections, on était à votre école, on a discuté avec vous, vous êtes dans la structure de la CENI, et ça nous a permis, au-delà de vos aspirations politiques, avec quelle célérité j'ai vu les responsables ici gérer des crises. Il vous souviendra qu'au bureau de monsieur le préfet, il y a eu un scandale entre un leader politique et un autre très engagé. Je vous avoue, je ne voyais que les chaos qu'à la télé. C'est à Dalaba que j'ai vu un coup chaos ici, au bureau. Mais je ne dirai pas les noms, mais c'était des périodes de très grande tension. Le bus qui a envoyé les jeunes du RPG était venu, ils étaient descendus ici à Tangama. Il y avait une velléité de brûler le bus. On a réglé ça ensemble. J'ai apprécié avec quel tact
vous avez pu le faire, ça nous a inspiré. On ne peut rien avoir dans l'adversité. Quelquefois, si nous sommes amenés à porter des jugements, c'est juste pour vous dire que voilà, vous deux là, vous ne devez pas vous tirailler. Parce que l'objet sur lequel vous discutez ne vous appartient pas. Vous êtes les sages, vous ne représentez que peut-être 30% de la population. Nous, les jeunes, on est à 70%. Et vous discutez sur tout ce qui existe. Vous discutez sur ce qui nous appartient. On va le récupérer. Et comme ça, vous allez être nos conseillers. Et tout le monde sera en paix. Merci, Donnez-nous seulement l'occasion d'avoir une mort paisible. Par son brillant discours, bien qu'étant jeune, il est plein d'initiatives. Ces initiatives-là qui pourront faire bouger le pays. Et il a tenu un discours sans écart de langage. Ça m'a beaucoup réconforté. Et on part des insuffisances des uns pour projeter l'avenir. J'ai compris cela. Ça m'a beaucoup édifié aussi. Quant à ma question, elle repose sur l'âge. Vous avez donné 35 pour les élections, je pense, si j'ai bien capté. Maintenant, ce 35, c'est une date butoir ou il y a un intervalle de temps? Il faut 35 pour aller aux élections, pour être candidat de quelle date à quelle date? Ou c'est 35 seulement, c'est une date butoir? C'est à partir de 35 ans qu'on peut être candidat. Et maintenant, quel est le sommet? On n'a pas clôturé. C'était ma question. On n'a pas clôturé. Et excusez-moi de préciser à ce niveau-là. Vous savez, lorsqu'il était question de faire la Constitution, à ce point, les avis étaient partagés. Les gens ont dit qu'il faut clôturer. Alors, les autres ont estimé que, vous savez toujours, le problème qu'on a à vous gérer, vous et l'UFDG, c'est que quand l'un dit c'est rouge, l'autre dit c'est noir. Donc, on est entre vous deux, vous nous prenez en sandwich. Alors, l'opinion qui s'est dégagée, on avait un consultant de l'OIF qui était le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, professeur Théodore Olo, qui est un éminent juriste. J'ai eu à discuter avec lui. J'ai dit, bon, pour enlever le problème du plafonnage, mais plafonner d'une autre façon, mettons un mécanisme. En offre, lui et moi, on a discuté pour mettre le système du collège de médecins. Lorsque le médecin dit que mentalement, physiquement, tu es apte, même si tu as 200 ans, tu es guinéen, tu gardes tes droits. Lorsqu'il dit que tu n'es pas apte, ça veut dire pour toi, c'est plafonné là-bas. Donc le plafonnage a été fait par personne, par candidat. Mais le Guinéen, il veut entendre comme il veut, sinon il critique. Ça ne sert à rien de dire à partir de 75 ans. Il y a des jeunes de 50 ans qui sont si malades qu'ils ne peuvent plus briguer la présidence de la République. Ce n'est pas plafonné, mais si vous leur donnez droit à être candidat, c'est un candidat mourant qui va venir et le pays va basculer dans l'instabilité lorsqu'il est question d'une vacance de pouvoir. Pour sécuriser les institutions, garder la cohésion du pays et amener le président à être un homme sain et équilibré, on a dit on plafonne par l'aptitude. Mais le Guinéen n'a pas compris. On a perdu l'habitude de lire ou de consulter des spécialistes pour nous faire expliquer. C'est encore l'un des points sur lesquels nous allons bâtir notre modèle de gouvernance, c'est-à-dire essayer d'apporter toujours la pédagogie, discuter avec des gens. Ce que nous ne connaissons pas, on appelle ceux qui connaissent pour nous dire. Comme ça, ça nous permet de partager le savoir. Excusez-moi de... Il a toujours la parole. Merci bien. Ok, je remercie tous les assistants.
je remercie le président de l'IMP à travers le bref discours qu'ils ont pu faire ici. Bon, j'ai entendu le président de l'IMP parler qu'il était dans un autre bord politique. Maintenant, le temps qu'ils ont pu faire là-bas, ils ont après une réflexion momentanée qu'ils ne seront pas vus à un instant. Maintenant, ils ont créé ce parti IMP. Maintenant, du fait que vous avez créé ce parti IMP, je voudrais savoir si vous l'avez créé dans l'adversité, autrement dit dans une complémentarité des autres partis politiques que vous avez déjà trouvés sur le terrain. Donc, c'est une question qui m'a quand même inquiété sur ça. Je veux savoir. Merci bien. Je vous remercie. Je vous remercie pour la question. Votre question est très importante parce que beaucoup ont eu à développer des théories comme ça, comme quoi on a créé le parti parce qu'on a quitté là, on est frustré, on a créé le parti pour combattre quelqu'un. Non. Vous savez, à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle le discours de l'abbé. Le président de notre parti à l'époque est parti accompagner Elhadji Cellou Dalein. Et arrivé à l'abbé, il était accompagné d'une délégation de la coordination régionale de la Moyenne-Guinée, du secrétaire fédéral de l'abbé et beaucoup d'autres, et du vice-président qui ne savaient pas qu'est-ce qu'il allait s'engager auprès de l'UFDG. Et il invalide le parti d'aller aux élections présidentielles, ce qui ne relève pas de sa compétence. J'étais le président du conseil juridique délégué à l'administration. J'avais l'exclusivité des compétences de décider si le parti devait aller ou non à une élection. Et je devais vérifier à travers un mécanisme mis en place et validé par une assemblée plénière si le candidat répond aux critères. Je devais donc être la première personne à être informée si le parti a pris une telle résolution. Et ça ne relevait pas aussi de ma décision, mais d'une décision collégiale, ce qui n'a pas été respecté. Si à l'instant, M. Token disait la procédure de validation, de mise en place de la fédération n'avait pas été observée, on invalidait la fédération. On allait boire le jus, parler très bien, échanger pour capitaliser ça, mais la fédération n'allait pas être installée. Mais puisqu'il a constaté la conformité et la régularité, nous l'avons fait. Et c'était ça notre démarche. Lorsque ce mécanisme a été violé par le premier responsable du parti, qui partait en alliance parce qu'il espérait avoir des avantages, mais c'était à l'encontre des principes du parti. Pourquoi on a créé le parti? C'est pour compléter les insuffisances qui existent. Et si nous-mêmes nous devenons plus insuffisants, d'ailleurs carents, et peut-être même immoral, parce que quand tu violes consciemment la loi, ce n'est plus de la morale. On ne se retrouve plus dans cette formation, on l'a quittée. Et comme nous voulons continuer la dynamique de notre vision, il était de notre devoir soit de renoncer à la mission ou de l'accomplir. Il y a un penseur qui dit que toute génération a une mission. Il lui appartient de l'accomplir ou de la trahir. Si vous travaillez pour arriver à accomplir la mission, vous allez dans ce sens. Si vous vous abstenez ou vous renoncez, vous l'avez trahi. Donc, ce n'est pas dans l'adversité. Mais nous continuons. On n'a pas d'adversaire. Aujourd'hui, tout ce que nous réclamons est dans les mains de la mouvance. Mais en le réclamant, nous avons la conscience qu'ils ne sont pas Dieu. Ils ne peuvent pas tout apporter. Mais il faut leur mettre la pression pour que l'habitude du pouvoir ne les égare pas à gérer des petits dossiers et laisser le vécu, le quotidien du gars. Aujourd'hui, tous qui sont dans la mouvance, ils sont très décalés de la base. La dernière fois, j'ai dit au conseiller du président, j'ai dit, vous êtes là. Le président, aujourd'hui, c'est le bébé guinéen. C'est mon fils. Parce qu'il est comme mon bébé. S'il veut aller quelque part, on prépare tout. On dit, viens. Il vient, il ne verra que ce que les gens veulent qu'il voie. Il n'entendra que ce que les gens veulent qu'il entende. Et quelquefois, les services de renseignement qu'ils pensent lui donner la bonne information, lui mentent par calcul. Ils sont partis jusqu'à le pousser à faire l'aveu qu'il ne connaît pas le Guinéen.
parce qu'il voulait être sincère avec les Guinéens, dire que si il y a des problèmes, c'est parce que je ne vous connais pas. C'est mon frère qui vous connaissait. Il a dit lors de la fête internationale du travail. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce qu'on lui remonte, quelquefois, il vérifie, il trouve que c'est faux. Moi, je dis aujourd'hui, s'il a des acquis, tout ce qu'il a pu réaliser, c'est parce que lui, personnellement, il s'est levé pour le faire. Il a dit, je veux le courant, il sait que s'il confie à quelqu'un, on va détourner des fonds. Il a débloqué 450 millions d'euros, on a acheté des groupes qui n'ont jamais démarré. Mais quand il s'est levé, il a dit aux Chinois, envoyez tout, je signe. Il a signé, on a dit c'est gré à gré, il dit je m'en fous. Aujourd'hui, Kaleta est là. Mais quand le courant vient, il vient chez moi, je ne suis pas de la mouvance. Je ne soutiens pas certaines actions de la mouvance, que je dénonce d'ailleurs. Mais ça, c'est de l'acquis. Donc on ne fait pas de l'adversité, on ne fait pas de l'animosité, mais tout ce qui n'est pas correct, croyez-nous, on va le dénoncer. Tout ce qui est bon, on va le reconnaître. C'est une dimension aussi religieuse. Hein. Dieu n'aime pas le menteur.